Toutes les étudiantes et tous les étudiants des cégeps rencontrent dans leur cheminement le cours d'éthique et politique, qui est un cours de philosophie de la formation générale. Dans cette capsule, je vais présenter les notions centrales qui sont au cœur de ce cours. Bien sûr, vous avez les notions de l'éthique et du politique, du phénomène politique. Mais d'abord, nous allons commencer par une notion qu'on connaît, celle de la morale. Qu'entend-on par la morale? J'aimerais d'abord dissiper un malentendu lorsqu'on pose la question, par exemple, est-ce que la morale est quelque chose de subjectif et de relatif? La première tendance, lorsque on pose ce type de question-là, c'est de s'apercevoir que les coutumes d'un pays à l'autre, euh, la manière de concevoir d'un individu à l'autre peut différer. Et en ce sens-là, la morale serait considérée comme quelque chose de subjectif, de relatif, qui change. Et en un sens, il n'y aurait pas de consensus sur ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que je vais maintenant faire, c'est aller à contre-courant de cette idée et de montrer qu'au contraire, la morale apparaît beaucoup plus objective qu'on le pense. La première définition que je soulève est la suivante. La morale serait un ensemble de normes sociales explicites ou implicites d'une population donnée à une époque donnée qui règle sa conduite. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose, somme toute, qui est assez objectif, qui est extérieur à nous. Si on voit, par exemple, quelqu'un qui vole un dépanneur et qu'on appelle la police, et que cette personne se fait arrêter, elle sera bien sûr jugée, non pas en fonction de sa beauté, de son visage, ou pour quelconque raison accidentelle, mais bien sûr en fonction de son geste et en fonction d'un critère, d'une norme, en fonction du droit. Hein, et c'est en fonction de ce droit-là que le juge, objectivement parlant, va juger si la personne est coupable ou non et va lui donner une sanction correspondante. Autrement dit, la morale, c'est pas quelque chose qui est purement relatif, bien au contraire. La morale, si on est du côté des normes, ça articule bien sûr ce qui est permis, ce qui est défendu, d'une manière des fois très explicite. Pensons au code pénal, pensons au code civil, mais ça peut être aussi des règles beaucoup plus implicites, comme faire la file pour aller dans un bus. Ça aussi, c'est accepté. Ou faire la file, par exemple, pour aller à la caisse. On verrait mal quelqu'un, par exemple, dépasser un autre tout simplement parce que lui juge qu'il a le droit de le faire. Hein, on le remettrait à l'ordre, je l'espère. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la morale, on est bien sûr dans le domaine du bien et du mal. Si quelqu'un tue un autre, s'il commet un homicide, on va juger que cet acte est un mal. Si on voit même quelqu'un qui torture un autre, on va juger que c'est un acte qui est horrible, donc qui est du côté du mal. Les normes, bien sûr, les normes sont les règles qui permettent de dire ce qui devrait être et ne devrait pas être. Mais il y a aussi, lorsqu'on parle de morale, tout le côté des valeurs. Prenons-en quelques-unes. Par exemple, la valeur du respect, ça peut être la valeur, par exemple, de la famille, ça peut être la valeur, par exemple, de l'individu, de la liberté, de l'égalité. Et puis là, hein, on aurait une série, par exemple, de notions qu'il faudrait hiérarchiser, pardon, pour voir laquelle de ces valeurs devrait être mise en premier. Hein, puis on aurait après ça une meilleure manière de se diriger en fonction d'une échelle de valeurs. Or, dans une société donnée, on voit un mouvement qui part de la norme à certaines valeurs. C'est-à-dire que quand vous naissez dans un monde,
il y a déjà des normes qui sont mises en place et ces normes font en sorte que certaines personnes agissent d'une certaine façon en accordant, par exemple, de l'importance à la famille, mais aussi, par exemple, à leurs désirs individuels. Et puis, euh, bien sûr, hein, à force d'agir en fonction de ces normes-là, on va incorporer, hein, ces normes-là et on va accorder de la valeur ou non à certaines choses. Et en retour, lorsqu'on a certaines valeurs, par exemple, même des fois des valeurs qui peuvent des fois être un peu marginales, bien, ça peut en retour, hein, permettre de modifier certaines normes, euh, mais ça peut aussi tout simplement, hein, cristalliser ces normes-là, c'est-à-dire par le fait, hein, que j'ai certaines valeurs qui sont présentes depuis le début de ma naissance, je vais, hein, juger que les normes que nous avons sont clairement les seules et uniques qu'on devrait avoir. Ce qu'on vient de montrer, c'est un peu finalement ce que nous dit Platon dans l'allégorie de la caverne qu'on retrouve au livre 7 de son ouvrage La République. Je rappelle un peu l'idée de l'allégorie de la caverne. Nous sommes tous les citoyens, hein, des personnes au fond d'une caverne, attachées, et la seule chose auquel nous avons accès, ce sont des ombres, des apparences, hein, ce qui est du domaine de l'opinion, du préjugé. Et pourtant, le fait qu'on ait seulement vu ça, ça fait en sorte, hein, qu'on juge que c'est la réalité elle-même, alors qu'il n'en est rien. Mais c'est tellement présent, il y a tellement une habitude, hein, de voir les mêmes choses qu'on finit, bien sûr, par voir ces éléments-là comme étant extrêmement objectifs. Le travail du philosophe, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sera, là, on peut prendre ici le mot philosophe en son sens très large, hein, peut-être la réflexion critique du philosophe, voyons ça comme ça va être de remettre en question des fois certains de nos comportements pour voir finalement si certaines normes, certaines valeurs, certaines manières d'agir, certaines opinions, certains préjugés sont acceptables ou non, et en fonction finalement de notre réflexion puis d'une meilleure clarté sur la réalité, euh, de changer, par exemple, quelque chose à l'intérieur de notre monde. Donc, ça correspond bien sûr dans l'allégorie de la caverne, hein, au fameux philosophe, hein, qui, par ses efforts, hein, finit par s'acheminer jusqu'à l'extérieur de la caverne. Et à l'extérieur de la caverne, hein, c'est là, hein, si vous voulez, où vous réfléchissez non plus à ce que vous voyez, mais où vous réfléchissez à des notions, à des idées. Hein, les idées, par exemple, comme la justice, hein, une notion extrêmement importante chez Platon. Et la justice vous permet, hein, de vous acheminer vers ce qu'il y a de plus important. Hein, finalement, nous dit Platon, c'est le fameux soleil que vous voyez dans l'allégorie. Ce soleil-là, dit-il, c'est le bien. Hein, et toute notre manière d'agir, ça serait toujours en fonction, hein, de ce qu'on juge être bien. Et bien sûr, la démarche du philosophe, c'est au moins essayer de comprendre si ce qu'on juge comme étant bon ou mauvais, permis, défendu, ce l'est véritablement, hein, si c'est véritablement bien ou mal, si ça devrait véritablement être permis ou défendu. Donc, la morale, hein, qui est présente autour de nous, sous la forme de normes, sous la forme aussi de valeurs, bien entendu, hein, on peut remettre ça en question. Ceci nous amène à une deuxième définition, beaucoup plus rigoureuse cette fois-ci, qui nous vient de Paul Ricoeur dans un dictionnaire. Ici, je vais utiliser, hein, la fameuse statuette, le fameux buste de Janus, qui est un dieu romain. Donc, Janus, hein, qui nous donne janvier, hein, qui est le début de l'année. On dit que Janus, hein, c'est le dieu du commencement et de la fin, parce que janvier, c'est bien sûr le commencement, mais au début, c'est la fin de l'année qui vient de se terminer.
Donc, c'est pour montrer ici que la morale aurait deux facettes inséparables. Deux facettes, deux faces inséparables. D'abord, nous l'avons dit, Ricoeur nous dit que c'est la région des normes. D'une part, la région des normes, autrement dit, le lieu des principes, du permis et du défendu. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais, c'est d'autre part le sentiment d'obligation en tant que face subjective du rapport d'un sujet à des normes. Le sujet étant bien sûr moi qui parle au je, moi-même, je peux me sentir obligé par quelque chose, par certaines valeurs que j'ai acquises depuis le début de mon éducation et qui sont souvent le résultat d'une obéissance à des normes. Donc, on voit finalement que la morale, c'est à la fois quelque chose de très objectif, en ce sens où il y a des normes qui sont présentes très objectivement dans notre société, mais en même temps, il faut bien se sentir obligé par ces normes-là, puis par certaines valeurs. Puis il y a une relation, bien sûr, entre les deux. C'est pour ça qu'on dit que c'est inséparable. Et si, par exemple, on juge avec l'évolution de notre société qu'une norme, par exemple, ne correspond plus à ce qu'on pense, qu'on ne se sent plus obligé par cette norme-là, ben, on va être appelé à changer cette norme. Pour en prendre un exemple, on pourrait penser, par exemple, à l'avortement. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de se faire avorter? Est-ce que ça doit être interdit ou non? Alors, si on l'interdit, par exemple, puis par la suite, on juge que pour, certaines raisons, on n'entrera pas dans le débat actuellement, mais pour certaines raisons, ça appartient, par exemple, à la femme, notamment, de déterminer si elle peut garder ou non un enfant. Rendu à un certain stade de la grossesse, puis selon certaines balises, ben, il en va de sa décision. Et puis là, on va juger, par exemple, qu'une règle, elle est rendue désuète, puis on va tout simplement changer la règle en question ou baliser autrement le droit. Alors, passons maintenant à un des thèmes, une des notions cardinales du cours, l'éthique. Là, on entre carrément dans la philosophie. La philosophie, l'une de ses branches, c'est l'éthique. Et c'est bien sûr un discours critique. La philosophie, habituellement, elle se veut critique, prendre une distance par rapport à la réalité pour l'interroger. C'est un discours critique sur la morale, donc sur les normes, sur les valeurs. On essaie de prendre de la distance par rapport à ce qui nous entoure pour pouvoir porter un jugement plus éclairé. Et bien sûr, on essaie de s'acheminer, comme dirait Platon, vers ce fameux soleil qui serait le bien véritable. Donc, c'est un discours, l'éthique, sur ce qui est vraiment moral, ou à la limite, sur ce qui serait vraiment immoral. On peut en prendre deux exemples. Un premier, pensons par exemple à la revue Charlie Hebdo, tristement célèbre puisqu'elle avait publié une caricature de Mahomet. Et bien sûr, on sait que la liberté d'expression a énormément de valeur dans notre société libérale et qu'elle est même balisée par le droit, par certaines chartes, la liberté d'expression. Mais en même temps, on peut se questionner à savoir si le fait de publier une caricature de Mahomet qui est offensante pour certaines personnes, si ce n'est pas quelque chose qui est du domaine du blasphème et qu'en ce sens-là, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement moral. On pourrait permettre de le faire, mais en même temps, y voir quelque chose qui n'est pas tout à fait moral, quelque chose qui n'est pas éthique en ce sens-là. Donc, vous avez ici un lien que vous pourrez aller voir par vous-même,
où on voit Jocelyn McClure, philosophe à l'Université Laval, hein, qui montre qu'on peut tout à fait condamner, par exemple, les attentats contre les personnes de Charlie Hebdo suite à la publication d'une caricature de Mahomet, mais qu'en même temps, il est tout à fait possible de questionner à savoir si c'était éthique ou non, hein, d'avoir publié ces caricatures. Donc là, on est clairement dans le domaine de la réflexion critique. Et on peut aussi se questionner à savoir si, par exemple, la peine de mort, pour prendre un deuxième exemple, est quelque chose d'acceptable ou non, quelque chose qui est bien ou mal, quelque chose qui devrait être interdit ou au contraire quelque chose qui devrait être permis. Donc, j'ai été surpris en voyant ça. C'est quelque chose qui provient du site d'Amnesty International. Les 5 pays qui ont exécuté le plus de prisonniers en 2018, hein, vous avez l'Irak, Vietnam, donc 52, 85, Arabie Saoudite 149, Iran 253, la Chine des milliers de personnes. J'ai été surpris, hein, par l'ampleur, hein, du nombre de personnes exécutées en Chine. Ça porte à réflexion, hein, sur la valeur notamment que nous accordons à la vie individuelle. Je terminerai à ce bout sur cette section sur l'éthique par cette petite phrase de Jocelyn McClure que vous retrouvez dans l'article que je donnais précédemment. L'éthique, dit-il, est entre autres le champ de la pensée humaine réfléchissant aux valeurs qui devraient orienter notre conduite individuelle et collective. Donc, on voit ici, hein, que l'accent est mis, je l'ai mis moi-même en italique, hein, le mot valeur, l'accent est mis sur les valeurs. Qu'est-ce qui nous permettrait, par exemple, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose? Oui, certainement, les normes sont importantes parce que c'est du domaine du droit, puis si le droit est présent, c'est bien parce qu'il articule ce qu'on devrait juger comme étant bon, mauvais, permis ou défendu, certainement. Mais ça va même souvent plus loin parce qu'on pourrait permettre de faire quelque chose, mais si la personne le fait, on pourrait aussi dire que c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire pour des principes moraux jugés valables. Donc, on voit ici, hein, que le champ éthique dépasse largement le cadre du droit, hein, et va beaucoup plus loin. Dernier jalon de notre parcours, le phénomène politique maintenant. Un terme qui est encore polysémique. Qu'est-ce qu'on entend par le phénomène politique? Je vais commencer par clarifier, hein, une distinction qu'on pourrait faire d'abord entre la philosophie politique, qui est mon champ d'expertise, et ce qu'on pourrait retrouver dans la science politique. Pour approcher la réalité politique, on peut la décrire comme par exemple un scientifique, un physicien, hein, essaierait de voir objectivement comment est fait le monde, de quoi est constitué le monde. Donc, on tenterait de le décrire de la meilleure manière possible pour être fidèle à ce qu'est la réalité. La philosophie, elle, plutôt qu'être descriptive, elle s'attarderait plutôt au caractère normatif. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on approcherait la réalité politique en se demandant ce que devrait être la réalité politique. Quand on regarde la réalité politique actuellement, puis qu'il y a certaines choses qui sont acceptées et non, est-ce que c'est correct ce qu'on retrouve là? Pourquoi c'est correct? Est-ce que c'est acceptable, oui ou non? Donc, ici, hein, il y a déjà un caractère normatif et on emploie habituellement, quand on est du côté normatif, ça devrait être ou non.
Donc, la philosophie politique, son champ d'expertise, va plutôt être du côté du normatif. Le mot politique maintenant. Qu'est-ce que ce mot? D'où vient-il? L'étymologie, la racine des mots, nous apprend souvent beaucoup sur le langage, sur la signification des termes. Le mot politique vient de polis, en grec, qui est la cité grecque. C'est une organisation de citoyens sur un territoire en vue de vivre ensemble. C'est une définition qui n'est pas la plus rigoureuse, mais elle nous sert à mieux comprendre ici et à mettre l'accent sur l'idée d'une organisation. On pense par exemple à Sparte, on pense à Athènes, ces deux grandes puissances qui se sont livrées bataille au moins 5e siècle avant Jésus-Christ lors de la guerre du Péloponnèse. J'aimerais ajouter peut-être un élément pour mieux comprendre ce qu'est le phénomène politique. On peut penser, par exemple, à un lieu qu'on retrouve dans ces cités qui est l'agora, qui est un espace public. L'agora, c'est même un lieu concret, comme je dirais l'agora du Vieux-Port. Ben là, c'est l'agora, la place du marché, où les gens, par exemple, se rencontrent. Et bien sûr, l'agora a une autre signification plus précise, qui est l'assemblée même du peuple. L'assemblée qui va bien sûr délibérer sur certains problèmes. Il y a même un terme en grec qu'on retrouve, un verbe agoreo, qui veut dire parler publiquement. On traduit ça par parler publiquement, c'est-à-dire s'adresser à une assemblée. Okay? Donc, quand on voit le mot politique, il faut voir ici quelque chose qui n'est pas juste du small talk. Parler un peu avec quelqu'un de manière personnelle. Non, quand on est du domaine politique, c'est quelque chose qui entre dans la sphère publique. D'où l'importance d'avoir en vue, quand on parle du mot politique, l'idée de l'agora, de l'espace public. Donc, on va avancer un peu plus avec une distinction. On va raffiner un peu notre compréhension du phénomène politique en distinguant dans la science, en distinguant le politique et la politique, qui est une distinction qu'on retrouve en sciences politiques. Et les deux, moi je dis que ça forme le phénomène politique. Donc, le phénomène politique qui aurait d'une part le politique et d'autre part la politique. Peut-être un terme qui nous est plus familier, la politique. Donc, c'est encore ce visage de Janus, ces deux visages-là, le et la politique, sont comme les deux visages de Janus, sont inséparables. Donc, le politique. J'ai mis à l'arrière, en arrière-fond, la cité grecque d'Athènes. Donc, il faut penser à l'organisation. Cette organisation qui ordonne l'ensemble de la cité. Dans le lexique de Boudreau et Perron, on nous dit la chose suivante. Le politique est le phénomène propre aux êtres humains qui consiste principalement, mais non exclusivement, à vivre en cité en État. Ben, ça pourrait être d'autres formes. Il ne le précise pas tout de suite. Mais les formes les plus connues, bien sûr, le mot politique vient des Grecs, c'est la cité grecque, puis dans le monde moderne, ce sont des États. Le Canada, la France, l'Angleterre, etc. Bon. Donc, le politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait ici que l'humain, les sociétés humaines vont être organisées. C'est l'ensemble de la société en tant qu'elle est organisée, en cité, en État. Ça pourrait être une tribu. Aristote
il dirait même que la famille, par exemple, qui est une forme primitive d'organisation, c'est pré-politique, mais déjà, c'est ce qui va mener à une forme achevée qui serait précisément la cité. Vous auriez, par exemple, la famille, plusieurs familles ensemble vont faire des tribus, puis plusieurs tribus ensemble vont nous acheminer vers la forme la plus organisée, la plus parfaite des organisations, qui serait bien sûr la cité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle du politique, le politique, on est dans l'organisation, ce qu'on appellerait le vivre ensemble. L'accent, c'est le mot ensemble. On met l'accent là-dessus. On s'ordonne, on se met ensemble. Donc, on met habituellement ça avec un trait d'union, le vivre ensemble. Le politique, c'est le vivre ensemble. Quand on est ordonné ensemble, on est organisé. Bon. Le politique, si on veut voir l'un des visages du phénomène politique, l'un des visages comme la statue de Janus, c'est un premier mouvement qui pointe en direction de l'ordre. L'humain, il ne peut pas vivre tout seul avec lui-même. Il faut qu'il vive avec d'autres personnes. Donc, il doit nécessairement s'organiser avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'Aristote va dire que l'homme est un zoon politikon, un animal politique. Mais, bien entendu, il y a un autre visage. Le visage qu'on connaît un peu plus, c'est celui de la photo en arrière-fond, celui de l'arène politique. Donc, la politique, ça fait référence aussi à l'action politique, faire de la politique. Ça signifie participer activement à des discussions, à des débats, à des conflits qui sont d'intérêt public. On retrouve encore l'idée ici de l'espace public, c'est d'intérêt public, touche tout le monde. Bon. Prenons l'arène comme finalement l'ensemble de la cité, mais ici, au lieu de vivre ensemble, là, oups, une petite tension, des désaccords, puis on va essayer, par exemple, de faire valoir, par exemple, notre point de vue, nos opinions politiques, nos idéologies, notre idéologie, nos valeurs. Donc, c'est la métaphore ici, qu'on parle de la politique, c'est la chicane, c'est l'arène politique. C'est là finalement où il y a une joute politique, où il y a un rapport de force, clairement un rapport de force, une tension. Là, je parle vraiment du rapport, pas juste la notion du pouvoir, parce qu'un ordre, ça peut être très bien ordonné sans être conflictuel, au contraire. Mais si c'est un rapport de force, ben, ça engendre bien sûr des tensions. Alors, la politique, c'est plutôt un mouvement vers le désordre, vers le conflit, vers le désaccord. Puis si on revient, par exemple, à tout début de notre présentation, bien sûr, c'est sûr qu'on ne s'entend pas sur toutes les mêmes valeurs. Puis que même un pays par rapport à un autre, il peut être en conflit. Puis à l'intérieur même, bien sûr, d'un pays, bien, on peut avoir des idéologies différentes, des partis politiques différents. Puis on peut avoir, par exemple, une conception du bien et du mal qui est fort différente, par exemple, d'un autre groupe ou d'une autre personne. Et en ce sens-là, bien sûr, ça amène des discussions, mais des discussions, des fois, qui vont carrément mener à une impasse, un désordre, un conflit, un désaccord. Donc ça, c'est vraiment plus le sens qu'on accorde à la politique. C'est le terme qui nous est le plus familier. On voit l'Assemblée nationale peut dire, ils sont tous en train de se chicaner. Mais ils font juste se chicaner. Bien, c'est ça, ils sont en discussion, parce qu'ils n'ont pas nécessairement des points de vue similaires. Au contraire, même, ils vont accentuer ce qui est ce sur quoi ils ne sont pas en accord. De manière, après ça, à ordonner, par exemple. Fait que là, on trouve le politique, le vivre ensemble.
Parce qu'on va, malgré tout, malgré le conflit, s'organiser d'une certaine manière. On pourrait même dire que tout le politique, c'est de trouver justement les instances qui permettent de canaliser toute la joute politique, de manière à quand même vivre ensemble, vivre d'une manière ordonnée. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène politique. Donc, ça complète les notions qui sont centrales dans ce cours-ci. Donc, je terminerai tout simplement pour faire peut-être un petit topo, une sorte de synthèse de ce qu'on a vu dans un cours de philosophie politique, de philosophie éthique et politique. Bien sûr, on a un questionnement qui n'est pas juste politique et qui n'est pas juste éthique. C'est un questionnement qui est éthique et politique, qui va recouper les deux. Puis des fois, on va être vraiment plus dans le côté éthique, puis des fois, on va être vraiment plus dans une réflexion politique, puis des fois, on va passer de l'éthique au politique et du politique à l'éthique. Il y a vraiment soit, soit qu'on va avoir tendance des fois oups, à distinguer un peu les deux, puis des fois, oups, ils vont finir par se remarier ensemble. Donc, comment on fait pour voir ça? J'ai fait un petit tableau pour essayer de clarifier. Bon, la philosophie va être divisée en deux. Vous allez avoir une philosophie politique puis une philosophie qui est éthique, qui est un autre domaine de la philosophie. Donc, deux domaines distincts. Si on regarde, par exemple, la philosophie politique, on peut poser une question qui serait centrale dans la philosophie politique. Comment vivre ensemble? Comment on devrait vivre ensemble? Il faut bien s'ordonner. Il faut bien, par exemple, voir comment les rapports de force vont se manifester. Donc, pour vivre ensemble, il faut essayer de trouver, par exemple, des institutions, des règles aussi, pas parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais parce que ça permet de nous ordonner ensemble. Donc, comment vivre ensemble? Et les éléments qui sont centraux ici, c'est, moi j'ai marqué la question de l'ordre et du pouvoir. C'est plus l'accent en philosophie politique va être plutôt mis sur, c'est l'ordre. C'est la relation du pouvoir, là. Il y a une joute qui est en train de se faire pour s'organiser. Alors que quand on est du côté éthique, on va aller plutôt vers une question qui semble pratiquement la même, mais qui est un peu différente. Comment agir moralement? Comment doit-on agir moralement? Et là, bien sûr, c'est la question du bien, du mal, qui entre en ligne de compte. Puis là, bien sûr, vous comprenez bien que plusieurs personnes diraient, c'est la même question. Une philosophie politique, comment vivre ensemble? On va vivre, par exemple, avec des règles qui interdisent de voler les autres, de tuer parce que c'est mal. Mais, jusqu'où ça va? Comment doit-on vivre ensemble? La question se pose ici à savoir, doit-on vivre ensemble d'une manière parfaitement morale? Doit-on vivre ensemble d'une manière parfaitement morale? Puis la réponse, ça pourrait très bien être non. Premièrement, parce que c'est impossible. Premièrement, parce qu'on ne s'entend pas sur ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, comment on va faire pour vivre ensemble? Et là, on voit qu'on vient de quitter juste la question du bien, qu'on est vraiment dans une réflexion plus politique. Donc, comment doit-on vivre ensemble? Ça peut être aussi de dire, on va regarder à ce qui est possible de faire. Vivre parfaitement moralement, les hommes ne sont pas capables de faire ça. Donc, oui, on va mettre certains critères du bien et du mal, mais pour le reste, on va s'en tenir finalement à avoir un ordre qui est efficace. Donc là, on est clairement, vous voyez, dans la philosophie politique. Comment doit-on vivre ensemble? En même temps, bien sûr, on voit que le passage peut être facile avec
la question du bien. Donc, en éthique, ben là, clairement, comment doit-on agir moralement? Ben là, on cherche les fondements même souvent de la morale, puis les principes qui vont nous permettre de clarifier si les normes de notre société sont bonnes ou sont mauvaises. Alors, euh, j'ai mis une petite flèche ici bien, pour bien comprendre qu'il y a un va-et-vient entre les deux. Bon, euh, terminons le cours. Deux voies de la pensée politique en un clin d'œil. Donc, qu'est-ce qu'on, respectivement, là, si on se projette dans la suite du cours, qu'est-ce qu'on verrait? On peut prendre deux auteurs, Platon, Machiavel, qui sont deux philosophes, mais deux penseurs politiques extrêmement importants dans la tradition philosophique. Donc, Platon, d'un côté, qui est un philosophe de l'Antiquité, moins 4e siècle avant Jésus-Christ, et vous avez Machiavel, un penseur moderne du 16e siècle. Alors, quelles sont les deux voies qu'on peut emprunter à ces deux philosophes qui sont extrêmement antinomiques sur la question politique? Donc, une première voie qui serait celle de Platon, ce serait de penser l'union de l'éthique et du phénomène politique. Pourquoi? Parce que penser à l'allégorie de la caverne, si je veux avoir une cité qui est bien ordonnée, il faut que j'arrête juste de me fier aux normes qui sont présentes, qui ont inculqué depuis le départ, ces fameuses ombres qui font en sorte que je pense que tout est normal alors que c'est peut-être pas normal, puis il faudrait peut-être changer ces normes-là. Ben, si on veut changer, c'est quoi le critère qui nous permet de dire si c'est bien, si c'est mal? Puis là, ben, Platon dit ben, il faut justement le découvrir et avoir une meilleure connaissance du bien et du mal, savoir ce qui est juste, ce qui est injuste, puis à la lumière de cette compréhension-là, de remodeler l'ensemble de la société en fonction d'une meilleure compréhension du bien. Donc là, on voit ici l'influence de l'éthique pour remodeler tout l'ensemble de la cité. Donc, on penserait l'union de l'éthique et du politique. Cette approche-là, on va la dire idéaliste, et un des thèmes centraux qu'on retrouve chez Platon, c'est bien sûr la justice universelle, qui serait bonne pour tout le monde, et bien sûr la notion du bien. Machiavel, à l'inverse, il va montrer que c'est une voie qui trahit, en un sens, la spécificité du phénomène politique. Pourquoi? Parce que Machiavel utilise une autre voie qui est de penser la distinction de l'éthique et du phénomène politique. Je prendrai un exemple. Est-ce qu'on demande aux hommes politiques d'être honnêtes? Est-ce qu'on devrait leur demander ça? Et s'ils étaient parfaitement honnêtes, est-ce qu'ils réussiraient, par exemple, à se hisser au pouvoir? Donc, il y a peut-être une spécificité du phénomène politique qui fait en sorte qu'il faut carrément distinguer les deux. Et là, Machiavel va adopter une approche réaliste et plutôt que de se pencher sur ce qui est bien, ce qui est mal, il va plutôt réfléchir sur la maîtrise du pouvoir politique dans son ouvrage qu'on appelle Le Prince. Le prince, c'est celui qui a la main mise sur le pouvoir, qui veut acquérir du pouvoir. Comment fait-il? Est-ce qu'il doit être un homme de bien? Platon dirait oui, Machiavel dirait non. Vous voyez, à deux voies complètement différentes. Une qui tend à unir l'éthique et le politique, et l'autre qui tend à les distinguer. Terminons par deux citations. Platon, célèbre ouvrage La République, fin du livre 10, du livre 9, pardon. Je comprends, dit-il, tu parles de la cité dont nous venons d'élaborer les fondations. Une cité qui existe certes dans nos discours, mais je ne crois pas qu'elle existe en quelque endroit sur Terre. Socrate répond, mais, dis-je, c'est Socrate qui parle, il en existe peut-être un modèle dans le ciel pour celui qui souhaite le contempler et, suivant cette contemplation, se donner à lui-même des fondations. Il regarde dans le ciel une sorte d'ordre parfait, une sorte de cité idéale, et on va essayer de se donner des fondations à soi-même, comme homme politique, pour transformer l'ensemble de la société. C'est une perspective idéaliste. Et Machiavel, chapitre 15 du Prince, va carrément lui répondre. Beaucoup se sont imaginés des républiques et des principautés que l'on n'a jamais vues ni jamais connues exister pour vrai.
Il y a une telle distance de la façon dont on vit à la façon dont on devrait vivre que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se perdre qu'à se préserver. Donc, Machiavel a bien compris, hein, que celui qui est un homme politique et qui cherche à être un homme de bien parmi des gens qui ne le sont pas, dit-il, c'est quelqu'un qui va nécessairement être éliminé politiquement. D'où la spécificité et la distinction entre le domaine éthique et le domaine politique. Voilà pour l'ensemble de cette présentation. Donc, ça permet de mettre en place, hein, les notions centrales du cours. On voit qu'avec avec ces notions-là, on peut réfléchir à plusieurs angles, à plusieurs manières de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, comprendre ce qu'est le phénomène politique. C'est d'ailleurs une seule vision du problème éthique et politique. C'est celle qui est présentée dans ce cours-ci et nous aurons l'occasion de réfléchir à toutes ces notions chemin faisant en parcourant les différents philosophes. Merci.